Alors, comme on l'a déjà mentionné au début de notre rencontre, nous allons parler de la santé publique à partir de deux aspects. L'aspect conférence se déroulant actuellement au Caire et regroupant des experts pour parler des maladies épidémiques, endémiques et pour parler de la santé publique. Et en même temps, nous allons parler puisque cette organisation, un des partenaires, c'est Fulbright, et donc nous allons parler des bourses que l'organisation Fulbright offre pour les étudiants ou les candidats qui aspirent à obtenir un doctorat ou un master. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Nancy Mourad, qui est experte en santé publique et c'est une amie du Liban. Donc, Dr Nancy, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Bonjour à vous. Alors tout d'abord, on va évidemment parler en détail, mais juste nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette conférence. D'abord la conférence. Oui, donc on est ici des anciens du programme Fulbright. Vous avez bénéficié donc de ce programme, c'est ça? Oui, absolument. Oui. Donc on est ici des pays arabes. Nous sommes des anciens et nous sommes tous dans le domaine de la santé publique. Ce sont des médecins, des chercheurs, des gens d'affaires autour de la santé publique. Donc, cette conférence qui est organisée par la commission binationale de l'Égypte, du Fulbright, elle a comme but de nous réunir et d'échanger les idées autour de la santé publique de la région, les défis, comment est-ce qu'on peut bénéficier de notre expérience et en même temps d'échanger des idées comme anciens du programme, comment on peut collaborer autour santé publique ou d'autres défis dans la région. Et justement, ça nous incite à forger plus et dire quels sont les défis communs que vous avez constatés concernant la santé publique de la région. On a beaucoup de défis comme région, mais c'est aussi c'est positif aussi pour le futur. L'un des défis qu'on a, c'est l'accès aux data. Oui. Donc, il n'y a pas beaucoup les données précises dans les pays, données précises dans les pays arabes. Donc il n'y a pas vraiment de transparence concernant les maladies, les statistiques, tout ça dans les pays arabes. Voilà. D'accord. Par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres pays, tu as le gouvernement qui est responsable de collecter, de préserver, d'informer, de collaborer avec les chercheurs, les compagnies. Ici, c'est plutôt privé. Donc, si tu travailles dans une compagnie, les données sont privées, tu ne peux pas les partager avec les chercheurs. Et c'est l'un des défis qui ça empêche rechercher beaucoup plus et avoir des résultats et progresser le domaine. Alors, si on parle de cette bourse à laquelle vous avez bénéficié aussi, quels sont les critères justement pour pouvoir l'obtenir et elle amène à quoi exactement? Donc, le programme Fulbright, c'est un programme d'échange scolaire, académique et culturel en même temps, qui a comme but d'envoyer des étudiants partout dans le monde, aux États-Unis et vice-versa. Donc, les gens qui habitent aussi aux États-Unis peuvent être, par exemple, au Liban ou bien en Syrie, etc. C'est trop académique, donc les mérites sont scolaires. Il faut avoir de bonnes notes comme étudiant. En même temps, il faut avoir l'envie d'aller et d'explorer. Donc, c'est un peu personnel, mais c'est aussi académique comme critère. Donc, et c'est un long procès. Donc, je me rappelle, c'était 1 an. Avoir la décision, les critères sont trop précis et il y a beaucoup de compétition, mais c'est aussi l'avantage du programme parce que
Quand tu es aux États-Unis, tu as l'avantage de rencontrer beaucoup de gens qui sont très intéressants parce que c'est un programme d'échange, donc après 2 ans, après finir ton master ou bien ton PhD, ton doctorat, il faut rentrer dans votre pays ou dans votre région et investir les capacités que vous avez prises aux États-Unis. Et donc, est-ce qu'il y a des domaines précis pour les bourses ou est-ce que ça comprend tous les domaines? C'est plutôt général, sauf que le domaine n'accepte pas les programmes médical, donc cliniques, comme medicine, la médecine et pharmacologie, parce que comme étudiant là-bas, tu dois être avec le visa J1 et c'est pas permis de pratiquer, de voir les patients. Donc, si les étudiants veulent faire la médecine... oui, donc en fait, tout ce qui est médecine pratique, on ne peut pas. Oui, d'accord. Mais vous, comment est-ce que vous avez fait? Parce que vous êtes spécialiste de médecine générale. Donc, ma spécialisation est plutôt santé publique. Santé publique, je veux dire. Health Economics. Et c'est plutôt... c'est pas avec les patients, mais c'est plutôt d'étudier les systèmes, le financement de la santé, les avantages et les facteurs de la population et comment est-ce qu'on peut mettre la population en une meilleure santé. Donc, c'est un peu plus économique que médical. Si on parle des enjeux, on a commencé à introduire tout à l'heure, tiens, justement dans le cadre de la visite de la star argentine Lionel Messi, évidemment l'Égypte, le fardeau en Égypte, parmi tant d'autres, c'est l'hépatite C. Est-ce que vous avez des données précises sur cette maladie en Égypte et les efforts, parce qu'il y en a, des efforts faits par le gouvernement pour y remédier du moins? Donc, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je crois que des initiatives comme les initiatives... Tour and Cure, par exemple, etc. Donc, comme Tour and Cure que représente Messi, c'est ça? Voilà. Ça aide beaucoup à illuminer ces problèmes. Mais l'un des problèmes que l'on a aussi dans cette région, c'est... Donc aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de maladies virales et transmissibles comme avant. Par exemple, des années, 20 années, dans les années 80. Aujourd'hui, on parle de maladies, et c'est le fardeau de la région, des maladies qui sont de mode de vie chroniques. Donc, le diabète, l'obésité. Et ces maladies sont plutôt à cause de l'hygiène de vie. Tabagisme, activité physique, nutrition. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aux Émirats arabes. C'est ce que je fais dans mon travail. D'accord. En fait. Essayer de trouver des solutions à ces maladies, disons, dues à l'hygiène de vie. Voilà. Le côté positif dans cette histoire, c'est que ces maladies, on peut les éviter. Donc, avec une bonne éducation, avec un bon accès pour les services qui sont bien pour la santé, par exemple nutrition, healthy diet, des gyms partout autour de notre travail et de notre mode de vie. En fait, on peut éviter ces maladies et c'est quelque chose qu'on est en train de... D'accord. Pour revenir à la conférence, qu'est-ce que cette conférence, dont les travaux se déroulent toujours, a rajouté en matière d'échange et d'expertise? Quoi de neuf? Donc, parce qu'on était un groupe de plusieurs pays, on a échangé des idées chacun. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans notre pays? Et par exemple, il y avait des gens de l'Égypte, donc les gens de l'Égypte ont parlé à propos des hôpitaux ici, les problèmes dans les hôpitaux, des idées de collaboration des Émirats ou bien du Liban ont été partagées.
Et en même temps, parce qu'on est un groupe de Fulbrighters anciens, on a beaucoup pensé d'idées. Après ce programme, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on rentre, comment on peut rester en contact, comment on peut collaborer. Donc c'est vraiment plutôt les liaisons, voilà, les relations et l'échange d'expériences. Est-ce que vous arrivez aisément à pratiquer ce que vous avez appris lors de votre séjour aux États-Unis dans votre pays respectif? Alors je vous pose la question à vous, mais en fait je vais vous prendre comme porte-parole un peu des alumni Fulbright. Et quels sont les principaux freins peut-être qu'il y aurait pour ne pas mettre en pratique ces avancées médicales? C'est une très bonne question parce que quand tu rentres du programme, tu as des attentes. Oui. Des attentes. Voilà. Expectations qui sont trop différents. Alors, 2 ans aux États-Unis avec les experts et tu rentres ici, eh bien, tu te rappelles que la région, voilà, tu dois l'avancer, mais il faut être réaliste. Donc, c'est l'adaptation. On l'appelle reverse cultural shock. C'est l'adaptation dans votre région quand on rentre. Et bien, on doit adapter et vivre. Donc, En fait, c'est juste une question d'adaptation, mais il n'y a pas de frein, je dirais, politique ou de contraintes de censure. Enfin, il y a des contraintes culturelles, politiques dans chaque pays, où c'est plutôt une adaptation technique et d'avancée. C'est certainement une adaptation personnelle, mais aussi aux conditions dans la région. Donc, bien sûr, il y a tous les défis de la région, parfois les défis culturels. Donc, ce que tu peux, l'éducation par exemple, aux États-Unis, autour de santé sexuelle, disons, c'est pas quelque chose ici que tu peux parler très clairement. L'alcoolisme, il y a des tabous dans notre région, mais bien que ça soit présent, mais enfin c'est tabou. Oui, et vous comme rechercheur et scientifique, pour vous c'est la science. Donc à un moment donné, ben voilà, c'est la société aussi, et on doit adapter entre ce que nous voulons avancer et ce que la société est apte à Donc accueillir. on peut dire que c'est la contradiction entre la science et l'idéologie sociale. Voilà. Tout à fait. Mais donc, par conséquent, à la lumière de ce défi, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Comment est-ce que vous allez continuer à travailler? Donc, on essaie de faire ce qu'on peut. Et en fait, je crois qu'on avance comme région. Donc, aujourd'hui, on a l'Internet, les réseaux sociaux. La jeunesse, on a une différente mentalité. Donc, évidemment, les choses vont changer, mais voilà, un peu plus lentement que d'ailleurs. Juste pour revenir à la conférence, une question que je voulais vous poser au départ, mais la santé, le thème de la santé nous a pris. L'organisation de cette conférence en termes de logistique, en termes administratif, en termes d'organisation, que ce soit du côté gouvernement, autorité et de votre côté aussi, donc les anciens, les alumni donc Fulbright, comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous avez eu des entraves à la mise en place? Est-ce que vous êtes au courant de quelques soucis qui ont pu se dérouler, ou finalement c'est une réunion qui s'est très bien passée dans l'ensemble? Je pense que il y a des gens de différents niveaux, différentes façons de penser, et parfois tu vois leur approche est différente. Donc par exemple, si on est en train d'adresser un sujet et la façon de
disagreeing. Le sujet, ouais. Yeah. D'aborder le sujet, oui. Mais en fait, ce que je voulais savoir, c'est dans l'organisation même de cette conférence. Est-ce que vous avez bien été accueillis? Vous avez, la logistique elle-même de la conférence était bien mise en place. Est-ce que des ministères égyptiens vous ont aidé à mettre en place cette conférence? Vous avez une idée sur cela? Oui. Sûrement. Donc, oui, c'était en fait très bien organisé. On a eu le support de l'ancien ministre de Santé publique. On a eu des speakers du gouvernement. Donc, c'était une bonne collaboration entre l'État privé et le gouvernement. Et est-ce que le concept de la santé publique, enfin votre domaine d'expertise, comprend aussi ou vise aussi la santé mentale? Absolument. Absolument, parce qu'aujourd'hui, en fait, comme définition, par le WHO, santé, c'est pas juste santé physique, mais c'est un holistique, c'est un complet, c'est un état complet de santé physique et mentale. Et en fait, on avait quelqu'un du Liban avec nous qui a son rôle au Liban, c'est en fait d'établir un hotline pour les gens qui ont besoin de parler de problèmes de santé mentale. Mais également, on revient aux défis parfois on a dans la région. Mais je crois que la santé mentale, c'est un peu plus facile d'adresser maintenant, plutôt que d'autres problèmes comme... Ouais, alors à propos de santé mentale, justement, on va faire une espèce de comparaison culturelle. En Égypte, quand on parle de psychologue, c'est adressé, et Emma, donc tu peux me confirmer puisque t'es dans le milieu, c'est adressé plutôt à une certaine élite, je dirais, de la société. Des gens qui ont été éduqués de manière ouverte, ils ont un horizon assez ouvert. Les gens de classe plutôt populaire, et c'est la majorité de la population en Égypte, alors soit on cache, c'est tabou, soit on remet ça, on impute ça, si vous voulez, à tout ce qui est superstition, le diable est en nous, on est possédé, il faut lire le Coran, il faut lire la Bible, enfin, voilà, chacun sa religion, et puis, voilà, on met ça sur le dos plutôt de la superstition. Ouais. Et parler d'avoir un problème psychologique, c'est tabou. Qu'en est-il au Liban, et est-ce que vous avez comparé un peu les deux pays? Je crois que la santé mentale partout, c'est un tabou, au Liban aussi. Et c'est également pour les gens élites un peu plus tôt. Et voilà, quand on parle de santé mentale, c'est parfois adressé à la religion, je ne sais pas quoi, mais il faut, je crois que le rôle du gouvernement ici, d'éduquer partout, parce que en fait, l'éducation, ça vient du gouvernement, de la santé publique. Et par exemple, aux États-Unis ou bien dans d'autres pays, il y a des billions de dollars qui sont administrés pour juste financer des campagnes pour les santé, le tabagisme, santé mentale. Donc, si on n'a pas la collaboration de l'État, ça va être un peu plus lent, la progression. Donc on peut le dire que vous avez une lutte, une bataille à mener contre les tabous, contre les problèmes administratifs, contre le manque de bases de données, mais vous vous êtes lancé dans un domaine important qui collabore d'une manière étroite avec la médecine. Enfin, c'est un outil très important de la médecine. Donc, docteur Nancy Mourad, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes spécialiste de santé publique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, docteur Nancy, d'avoir été avec nous. Et donc, merci Maha et merci à vous. Merci. Très bonne journée à tous et à la prochaine.